repli sur soi ou beaucoup d'extrémisme. Et on a absolument besoin de revenir au réel. Donc c'est un peu ce qu'on voulait proposer aujourd'hui, c'est avoir un échange avec nos intervenants que je remercie sur le fait de savoir quelle est la réalité des inégalités, qu'on ne va absolument pas nier, bien entendu, mais quelle est la réalité des inégalités dans les territoires. Pourquoi est-ce que, en fonction de votre lieu de naissance, de votre âge, de votre genre, de la fortune de vos parents, aujourd'hui, les conditions d'accès à l'emploi, à la culture, à l'éducation sont pas les mêmes, suivant la configuration dans laquelle vous avez pu naître. Et puis surtout, quelles sont les solutions que l'on peut proposer, le contre-récit que l'on peut écrire pour se dire que on est capable de porter des choses pour aller à l'encontre des inégalités. Donc voilà, merci à toutes et tous. Je suis sûr que ça va être passionnant et j'ai hâte de vous entendre sous la houlette de Elsa. Merci. Quelle belle introduction, inspirante. Et je trouve que c'est une formidable manière de démarrer la semaine, justement, que de voir que nous avons plein de solutions pour pouvoir aborder ce sujet des inégalités avec le prisme territorial. Alors, quelques éléments pratiques pour ceux qui nous suivent donc, et ceux qui sont arrivés en cours de route. Donc, je reprécise que je vais modérer cette conversation qui va être décomposée en 2 temps. Je suis Elsa Dacosta, je suis la directrice générale de l'ONG, la branche française de l'ONG Ashoka, qui plaide pour un entrepreneuriat social en développant des innovateurs sociaux qui sont à l'origine de pas mal de politiques publiques, notamment de lutte contre les inégalités. Nous avons la particularité d'être aussi bien une association qu'une fondation, et là j'interviens au titre de mon mandat d'administratrice au sein du CFF. Voilà, une fois que les choses sont dites, c'est pour vous remettre un tout petit peu de contexte. Donc, comme je vous le disais, cette conversation, elle va se dérouler en 2 temps. Un premier temps qui va être un regard d'expert pour brosser un tableau en fait du sujet des inégalités en France et des vrais enjeux qui se passent à l'échelle des territoires. Et pour cela, nous aurons l'immense bonheur de recevoir Anne Rubinstein, qui est déléguée interministérielle à la prévention et à la lutte contre la pauvreté, et Louis Morin, qui est directeur de l'Observatoire des inégalités. Donc, on va avoir regard croisé entre nos 2 interlocuteurs. Et ensuite, nous enchaînerons sur un temps de présentation des engagements qui sont portés par certains d'entre vous, par des fondations qui sont très opérantes sur le sujet des inégalités à l'échelle des territoires. Et pour cela, nous aurons 4 intervenants. Donc, Isabelle Giordano, qui est déléguée générale de la Fondation BNP Paribas, Cédric Laroyenne, directeur d'EPSA Fondation, Saïd Damouche, fondateur de Mosaïque RH et aussi de la Fondation Mosaïque, et Agnès Elmajri, déléguée générale de la Fondation des Solidarités Urbaines. Voilà, donc je vous propose sans plus attendre de démarrer par notre première partie avec nos regards d'experts. Et peut-être une première question pour vous, Louis. Donc je rappelle pour ceux qui ne vous connaissent pas que vous êtes directeur de l'Observatoire des inégalités. Quels sont aujourd'hui, selon vos travaux, les principaux visages des inégalités dans les quartiers populaires? Bien, merci Elsa. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très honoré d'être parmi vous et parmi les fondations. L'Observatoire des inégalités est soutenu par la Fondation de France. Donc pour nous, c'est important, ces soutiens, c'est pas négligeable. Et je pense qu'on risque d'en avoir encore plus besoin dans les mois ou les années qui viennent. Pour tout vous dire, juste deux choses sur la question, sur l'Observatoire. Ça fait un peu plus de 20 ans qu'on suit cette question. Et la question de la pauvreté. Depuis 2018, spécifiquement, on édite un rapport sur la pauvreté en France, tous les 2 ans. Le prochain sera publié, le 4e sera publié, à l'automne, à l'hiver prochain plutôt. Et on travaille depuis longtemps aussi sur la question des territoires, notamment avec un bureau d'études qui s'appelle le COMPA, qui est situé à Nantes et qui est vraiment le grand spécialiste des données territoriales sur la pauvreté. Sur les quartiers, il y a d'abord une chose que je voudrais dire, c'est que c'est sujet à certains polémiques ou discours politiques sur lesquels il faut être assez attentif. Il y a un enjeu politique de dire où se trouve la pauvreté avec deux éléments. Premièrement, ces quartiers politiques de la ville ne regroupent que, je dirais, que 5 millions de personnes, c'est 8% de la population. Et donc, par définition, la majorité des personnes pauvres ne se situent pas dans les quartiers prioritaires de la
politique de la ville, il faut quand même le dire. Pour autant, dans ces quartiers, je suis un adepte du en même temps, dans ces quartiers, il ne faut pas oublier non plus que là, la pauvreté atteint des niveaux qui sont considérables, bien plus importants qu'ailleurs, en moyenne 40%, mais dans certains, alors je vois que Anne Rubinstein a une affiche de Green, on voit pas les Grecs, mais c'est Grigny, bien entendu. Dans une ville comme Grigny, on a des taux de pauvreté de certains quartiers de Grigny qui atteignent les 60 ou 70 et que l'immense majorité des personnes pauvres se situent dans les grandes villes et leurs banlieues. Faut pas l'oublier et être attentif aussi à ça. Si ça vous intéresse, on a mis en ligne un comparateur avec des territoires, avec des données sur la pauvreté, sur des carreaux de 200 mètres de côté, et vous allez pouvoir regarder justement l'ampleur de la pauvreté dans ces quartiers. On voit qu'à Grigny, notamment, on a des quantités de personnes pauvres. On a fait apparaître les nombres de personnes pauvres. Pardon, Louis, petite précision, c'est quoi être pauvre en France? Alors, le seuil de pauvreté en France, il est défini de manière relative au niveau de vie médian. Le niveau de vie médian, c'est le seuil qui sépare la moitié de la population en deux. Et on regarde un pourcentage de ce niveau de vie médian. Le plus souvent, en France, il est défini à 60% du niveau de vie médian. Et nous, on utilise un seuil un peu plus restrictif, la moitié de ce niveau de vie médian, qui est inférieur à un peu plus de 1 000 € pour une personne seule aujourd'hui, après prestation sociale. C'est comme ça qu'on définit la pauvreté en France. Deuxième point, sur ces quartiers les plus pauvres de France, il faut bien comprendre qu'on est dans un système de dynamique. Le rôle de ces quartiers, c'est d'accueillir des personnes pauvres, hein, et de les accueillir et au moment où elles arrivent à s'en sortir, qu'elles les quittent. Et donc, par définition, il y a des difficultés structurelles dans les quartiers les plus pauvres. C'est le rôle de l'habitat social. Et quand on étudie, par exemple, dans le temps, l'évolution d'un quartier, dire que le taux de pauvreté est resté le même ne signifie pas qu'il n'y ait pas des personnes qui aient quitté et qui s'en soient sorties et qui aient trouvé un emploi, notamment de qualité, et qui puissent en être sorties. Après, il faut quand même que je réponde à votre question, Elsa. Il y a évidemment beaucoup de figures de la pauvreté, et même, on pourrait dire, des luttes politiques entre les figures de la pauvreté, mais ces quartiers sont des quartiers qui accueillent une population immigrée importante, 28% de la population de ces quartiers, si on compare 10% dans le reste de la France. C'est des quartiers qui accueillent une bonne partie des familles monoparentales, 33%, c'est 2 fois plus qu'en moyenne. C'est la vocation de ces quartiers de permettre à des femmes avec enfants de se loger, parce que sinon elles n'en auraient pas les moyens. Donc c'est ça les figures qu'on va retrouver dans ces quartiers, figures de la pauvreté. Et puis une grande partie des figures de la pauvreté de ce quartier sont constituées de chômeurs, c'est 18% contre 7% ailleurs. C'est pour moi ce qui constitue le socle de la pauvreté des adultes, la question de l'accès à l'emploi. Et ici, on parle de question de l'accès à l'emploi. La figure centrale de la pauvreté, c'est la personne qui est peu qualifiée. Dans les quartiers politiques de la ville, il y a 17% de bac+2, c'est 2 fois moins que dans le reste de la France, ou bac+2 ou plus exactement, pour être précis. Et c'est en particulier ceux qui combinent à la fois le faible niveau de qualification et le faible niveau d'expérience, qui en ont plus de difficultés à se retrouver sur le marché du travail et avoir un emploi de qualité qui les sorte de la pauvreté. Et là, à l'évidence, une grande partie de ces figures de la pauvreté, c'est des jeunes peu diplômés, entre guillemets en galère, hein, sans caricaturer, et sans misérabilisme, mais qui ont des très très grandes difficultés d'accès à l'emploi. Je pense qu'on y reviendra assez souvent, mais en partie
parce que, pas seulement, parce que c'est du fait de leur situation, des situations sociales, des parcours de vie, mais aussi parce que l'école française, on le sait, contrairement à ce qu'on peut dire parfois, elle n'augmente pas les inégalités, mais elle ne fait pas assez pour ceux qui sont issus des familles peu favorisées. Et il y a une partie de la jeunesse qui aujourd'hui le dit très violemment, hein, qui c'est dans une situation extrêmement difficile et qui s'insurge contre ça. On y reviendra, je pense, oui, L'effet, mais oui, oui, bien sûr. L'effet, pour terminer, peut-être juste, Elsa, mais sur cette question, la question de la ségrégation spatiale, elle est très importante dans ce domaine. On sait qu'il y a un effet territoire. Je me méfie beaucoup des discours sur l'effet de territoire. On confond souvent les inégalités territoriales et les inégalités sociales, mais là, il y a bien un effet. Quand on regroupe des jeunes issus de milieux peu favorisés entre eux, on sait que ça a un effet sur leur scolarité et on sait que ce qui pourrait les sortir de ça, c'est davantage de mixité sociale. Donc là, on a un point pour moi qui est majeur sur la question de la pauvreté dans ces quartiers. Anne Rubinstein, vous êtes donc déléguée interministérielle à la prévention et à la lutte contre la pauvreté. Quand on entend le diagnostic que pose Louis Morin sur le fait que ces quartiers, quelque part, ont été étudiés pour, si je puis dire, accueillir la pauvreté, mais faire en sorte que ce soit une forme de tremplin pour en faire sortir, la réalité, c'est qu'on s'aperçoit que le diagnostic est assez frappant sur le fait que la pauvreté augmente en France. Donc, quels enseignements vous tirez justement, vous, des politiques de lutte contre la pauvreté et en particulier dans ces QPV, dans ces quartiers prioritaires de la ville? Alors peut-être pour revenir, d'abord, merci de m'avoir invité, c'est intéressant. Un des premiers enseignements que j'ai tiré après ma prise de fonction, c'est la difficulté de mettre dans le débat public finalement, alors que c'est prégnant dans les rapports sociaux, de mettre la question de la lutte contre la pauvreté à l'intérieur sur le débat public. Et donc, du coup, je suis toujours ravie quand on m'invite quelque part pour en parler. Alors, pour répondre à votre question, d'abord, les quartiers politiques de la ville, quand ils ont été conçus, enfin, en tout cas, je ne sais pas s'ils ont été conçus, mais de fait, c'était des espaces plutôt de mixité entre des classes. Ce qui caractérisait ces personnes, elles travaillaient. Elles travaillaient toutes, qu'elles soient issues de l'immigration, qu'elles soient. Moi, j'ai fait 20 ans. Tu t'es entendu ou tu. Ah, il faut Merde. couper les micros, s'il vous plaît. Monsieur Saïd Amouche, on est très heureux de vous Alors, accueillir. Saïd, Arrivée tonitruante. Saïd a torpillé mon intervention. C'est pas grave parce que j'ai beaucoup d'estime pour lui. Toutes mes excuses, Anne, toutes mes excuses. Je suis content de t'avoir ici. Je t'en prie, moi aussi. Donc, je disais que moi, j'ai fait toute une première partie de carrière dans l'éducation prioritaire en Seine-Saint-Denis. Et je me souviens, et donc j'ai été directrice d'école dans les années, début des années 80. Et je me souviens des registres d'école dans des quartiers très. C'était vraiment des classes moyennes qui étaient venues travailler chez Citroën. Voilà, donc au départ, c'est comme ça. Et puis, évidemment, ceux qui ont pu en partir parce qu'ils avaient un emploi, vous l'avez dit, Monsieur Morin, l'emploi structure le fait qu'on soit pauvre ou qu'on le soit moins ou qu'on sort de la pauvreté. Et donc ceux qui ont pu en sont partis et petit à petit, effectivement, on a vu des concentrations de population qui cumulaient beaucoup de difficultés et de handicaps. Alors après, qu'est-ce que j'en dis et quelle est l'analyse que j'en fais? Eh bien, alors aujourd'hui, les chiffres de l'INSEE sont tout récents. On est content de les avoir eus parce qu'on attend toujours, on a toujours l'impression que les chiffres de l'INSEE sont très anciens parce que ça met du temps à sortir. Donc, c'est ceux qui sont sortis à l'été. Et on voit qu'aujourd'hui, on a 10 millions de pauvres. Alors, bon, c'est vrai que l'observatoire que M. Morin dirige parle de 50% du revenu médian. Moi, je me situe, en tout cas, l'étalon traditionnel, c'est 60% du revenu médian. Et donc, il y a 10 millions de personnes pauvres dans notre pays. Et moi, je parle de halo de la pauvreté, c'est-à-dire qu'il y a
pour moi, à peu près 15 millions de personnes qui sont tout proches, qui sont pauvres en conditions de vie. Et je trouve que la notion de pauvreté en conditions de vie est certainement plus intéressante, plus difficile à formuler, mais plus intéressante parce que on peut être aujourd'hui pauvre alors qu'on travaille. Alors qu'on est, quand on est une famille monoparentale, on peut être au-dessus du seuil de pauvreté en termes de revenus, mais on a tellement de charges courantes parce qu'on a des enfants à charge, parce qu'on a un logement qui coûte cher en zone tendue, eh bien, on est pauvre en conditions de vie. Donc oui, ça s'aggrave. Et oui, c'est un vrai questionnement. Et pour moi, c'est une question de société. J'ai souvent coutume de dire que finalement la pauvreté c'est une construction sociale, donc par définition ce qu'on construit on doit pouvoir le déconstruire un jour. Maintenant, charge à nous et à moi qui représente l'État peut-être encore plus particulièrement de voir à quelles conditions on peut réduire la pauvreté. Alors cette pauvreté elle est d'autant plus inquiétante que on pourrait imaginer que c'est des moments de la vie. Voilà, on est en galère parce que on a eu un accident de la vie, perdu son conjoint, perdu son travail, mais après, voilà, passé ce moment difficile, on rebondit. Or, on sait très bien qu'il y a une pauvreté qui s'encriste et qui quelque part, se transmet de génération en génération, puisque même si les modes de calcul de cet item bon, sont pas forcément les plus satisfaisants, mais on parle quand même, l'OCDE parle de 6 générations pour sortir de la pauvreté. C'est peut-être moins, mais néanmoins, et ça choque finalement, ça vient en tension avec ce qu'on disait tout à l'heure, la promesse républicaine qui justement met en avant à la fois l'égalité des chances, chacun selon ses mérites. Eh bien, on voit bien que ça ne marche pas tant que ça. Donc, c'est un vrai sujet de société. Il me semble... Justement, Anne Rubinstein, si je reviens sur la question brûlante et un peu qui fâche, si je puis dire, je pense qu'on est d'accord sur le constat, malheureusement sur la croissance du constat, ça c'est sûr, mais quand on vient sur l'efficience ou l'efficacité, je ne sais pas, vous emploierez le terme que vous souhaiterez, des politiques publiques en matière de lutte contre la pauvreté, quel constat vous faites, vous, de votre côté, en fait? Qu'est-ce qui fait que, quelque part, on a l'impression que finalement, il y a un flux et un stock et qu'on n'arrive pas à endiguer, en fait, ce flux continu qui augmente justement, notamment dans les QPV. Donc, à quoi c'est dû? S'il y a 2-3 choses, parce qu'après, j'ai encore 2 autres questions pour chacun d'entre vous et j'aimerais qu'on puisse avoir un diagnostic complet. D'accord. Et surtout que moi, j'ai une petite passation de pouvoir de ministres qui arrivent et d'autres qui repartent et il faut que je sois. Donc, bref. Alors, vous avez raison de dire La que... pauvreté reste, mais les passations... les passations, ouais, c'est pas ce que je préfère le plus faire, mais bon, c'est comme ça. Ouais. Je ne sais plus comment... Sur le diagnostic, sur voilà, qu'est-ce qu'on tire en fait comme enseignement en matière de politique publique de lutte contre la pauvreté? Le système de protection sociale en France est un des systèmes les plus aboutis et ça protège de la pauvreté, il faut quand même le dire. Il y aurait beaucoup plus de pauvres si on n'avait pas ce système de protection sociale. Donc c'est un acquis qu'il faut garder. On fait des envieux dans le monde entier. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain en disant ça ne marche pas, il faut ou être dans des modèles plus libéraux. Ou bon, voilà, donc non, ça protège de la pauvreté. En revanche, vous avez raison de dire que malgré, parce qu'il n'y a pas que la protection sociale qui concourt à la lutte contre la pauvreté, il y a ce qui est donné aux associations par l'État pour qu'elles puissent aider les citoyens les plus démunis. Il y a ce que font les collectivités. Voilà, donc il y a ce que font dans le droit commun tous les ministères dans leur... Donc il y a énormément d'argent et pourtant les résultats ne sont pas au bout et effectivement il y a un problème d'efficacité ou d'efficience, les deux sont possibles, des politiques publiques. Moi je crois de plus en plus que d'abord, et ça on a peut-être nous à nous inspirer beaucoup plus de ce qui se passe dans le monde de l'entreprise, c'est que on ne sait pas bien
mesurer les impacts des politiques publiques. Et on ne sait pas mesurer correctement les effets d'une action sur l'objectif qu'elle est censée traiter quand on la met en œuvre. Donc, résultat, on accumule des dispositifs sans finalement vérifier qu'ils sont complètement optimum dans leur façon d'aider les personnes. De la même façon, on ne fait pas dans ce pays de suivi de cohorte. Donc, les gens, on les prend dans le dispositif dans lequel ils sont. On partage évidemment pas les données avec les voisins, les autres partenaires qui s'occupent de ces personnes. Et donc, on a des visions très morcelées. Et je finis là-dessus pour dire que, en plus, notre organisation historique, culturelle, la façon dont l'administration existe en France, comment la décentralisation a donné une partie des compétences aux collectivités, en particulier aux départements, mais les mairies font aussi beaucoup d'action sociale. Voilà. Et donc, on a un éparpillement complet des politiques publiques, ce qui fait que c'est inadapté à la pauvreté. Vous avez besoin d'un traitement simultané et coordonné parce que vous êtes en but à des tas de difficultés différentes. Or, nous, on a des politiques en silo qui découpent les personnes, qui parfois leur demandent à titre personnel de savoir se débrouiller pour aller ouvrir toutes les portes. Et donc ça, c'est à mon avis un des facteurs que ça se passe pas si bien que ça. Et il y en a un autre qui est quand même les politiques qui s'adressent à tout le monde de la même façon, alors qu'il faut faire de la dentelle en fonction à la fois des territoires et des profils des personnes à cibler. Merci beaucoup. J'espère que vous direz ça justement dans le cadre de la passation. Ça va être très intéressant justement que le prochain ministre entende exactement ce que vous êtes en train de poser. Mais pardon, je me permettais. Ne vous inquiétez pas, je dis toujours avec beaucoup de liberté, mais le jour de la passation, c'est les ministres qui parlent, pas moi. Ok, très bien. Mais bon, on compte sur vous. Louis Morin, justement, vient d'entendre Anne Rubinstein expliquer les lacunes, les failles, en fait, et les défaillances du système de manière très honnête. Et merci beaucoup, Anne, pour ça, parce que ça fait du bien aussi d'entendre un diagnostic qui n'est pas dans la langue de bois sur l'inefficacité constatée parfois des politiques publiques. Pour vous, si vous deviez pointer, Louis, deux ou trois leviers d'action prioritaires, justement, pour réduire ces écarts, et notamment en impliquant, on en parlait, Anne s'inspirait en disant que voilà, on devrait s'inspirer du monde des entreprises sur la mesure d'impact. Vous, qu'est-ce que vous avez envie de partager sur ce qui pourrait être accessible pour les fondations qui nous écoutent, et puis la mixité, pourquoi pas, d'un rapport qui soit public-privé? Oui, merci beaucoup. Alors, si j'étais ministre de la pauvreté, et si j'avais vraiment les clés du camion, quelle serait mon action? Plusieurs éléments. Quand on parle de pauvreté, on parle de situations qui sont souvent très différentes. Entre vivre avec 1 100 € pour une personne et la question de la grande pauvreté que traitent en particulier les associations caritatives, il y a un univers. Il y a aujourd'hui une question spécifique de la grande pauvreté et des personnes qui vivent à la rue. Là, je crois qu'il y a vraiment une urgence absolue. Je trouve que personnellement, il faut dire les choses. C'est une honte aujourd'hui pour les valeurs de la République qu'on ait notamment des enfants qui dorment dehors. Pourquoi dorment-ils dehors? Pour une grande partie, ils ne sont pas pauvres, ces enfants, c'est leurs parents qui sont pauvres. Et c'est le fait qu'on interdise à leurs parents de travailler. Il faut nommer les choses très très clairement. Et là, il y a aujourd'hui l'action d'associations qui est remarquable, qui va des collectifs de parents d'élèves, des écoles, pas d'enfants à la rue, qu'on a aujourd'hui à Tours, à Emmaüs sans Pourrain, en passant par le Secours populaire ou le Secours catholique. Et là, je crois il y a deux choses. C'est-à-dire que tant que l'État ne bougera pas et n'appliquera pas ça ne coûte rien et c'est des milliards d'économies, on viderait les centres d'hébergement d'urgence, n'appliquera pas un tampon
sur ces adultes pour leur permettre de travailler, il faudra faire le travail que font ces associations. Et là, je pense que les fondations ont un rôle majeur dans le soutien qu'elles peuvent leur apporter dans leur travail pour faire en sorte que ces enfants ne dorment pas dehors. C'est insupportable, hein, c'est totalement insupportable pour moi de penser que tous les soirs, ce soir, alors c'est plutôt d'ailleurs demain soir encore plus, parce que le mardi c'est le jour du 115 pour ces gens-là. Est-ce qu'ils vont dormir dehors ou pas? Ils appellent frénétiquement le 115, et là il faut absolument faire quelque chose d'une urgence, et pas une question de politique. C'est pas parce qu'on est de droite ou de gauche que personne de droite ne souhaite que des enfants dorment dehors. Enfin bon, aujourd'hui, là pour moi, je pense qu'il y a un très très large consensus, hormis quelques cinglés, mais il faut agir là d'urgence. Il faut agir sur les conséquences de la pauvreté, comme essayent de le faire les plans de lutte contre la pauvreté, mais l'accès aux soins, l'accès au transport, des choses très concrètes, là aussi, hein, je pense que les fondations peuvent soutenir tout ça. Comment on évite aussi de basculer dans la pauvreté, par exemple, avec l'accès à la mobilité, le permis de conduire et plein de choses concrètes. Ensuite, il y a 2 éléments sur lesquels les fondations et les associations ont un poids, mais qui restent quand même mineurs par rapport aux grandes évolutions, aux grandes transformations structurelles. C'est la question de la précarité de l'emploi et de l'emploi en général. C'est-à-dire comment on fait pour retrouver le chemin d'un véritable plein emploi. Pas une baisse statistique du chômage comme on a pu l'avoir, mais des emplois de qualité, comme Anne Rubinstein l'a très bien souligné, la question des travailleurs pauvres, le fait qu'on on peut travailler aujourd'hui et vivre dans la pauvreté, ce qui est impensable en fait. En réalité, ce n'est pas possible, on ne doit pas. Et là, il y a quelque chose à faire, la lutte contre le temps partiel contraint des femmes. La pauvreté, c'est une question aussi pour beaucoup de femmes au travail, hein, qui sont à mi-temps. Et ben, quand on est à mi-temps au SMIC aujourd'hui, on est largement en dessous du seuil de pauvreté. Enfin, pour être rapide et conclure, comme je l'ai dit au début, à un moment où si on pense que le cœur de la patrie, c'est cette question des inégalités scolaires, on ne résoudra rien tant qu'on ne fera pas ce qu'ont fait quasiment tous les autres pays du monde, c'est-à-dire à la fois massifier l'enseignement, mais aussi le moderniser et passer d'un modèle qui est resté le modèle français. Et c'est pour ça que on a ces questions du poids de l'origine sociale, qui est un modèle de compétition, un modèle d'apprentissage beaucoup plus coopératif. On ne réglera pas au fond. Alors vous allez me dire, oui, si je suis parent d'enfant et je suis à la rue, l'idée de réformer le modèle scolaire, etc., on sait très bien, ça prendra des décennies et ça ne va pas changer la face du monde aujourd'hui. Mais n'empêche que c'est quand même bien là qu'il faut agir. Et c'est ça, agir en fait en amont, quand on débat sur redistribuer, prévenir ou guérir. La question du logement et la question de l'éducation sont pour moi tout à fait centrales. Après, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on peut dire, bon, bah, il faut révolutionner l'école et puis se dire, bah, ça risque d'être un petit peu long compte tenu du poids des conservatismes français qui sont extrêmement forts et là aussi à gauche comme à droite pour ne rien changer. Justement, surtout par exemple, ce dont j'ai parlé de l'effet territoire et de la mixité, surtout ne pas accueillir des pauvres ou catégories défavorisées dans nombreux établissements. Et donc on ne fait rien, et puis il ne se passe rien, et puis on attend qu'on révolutionne l'école comme ça. Donc là, l'objectif, c'est ce que fait aussi un très grand nombre d'associations sur le terrain, c'est d'essayer de lutter contre ça, même si elles savent. Et ce sont des gens intelligents qui savent que c'est finalement le système qui produit une partie du décrochage. On est bien obligé d'agir. C'est un peu comme l'Observatoire des inégalités. Nous, on n'existerait pas si la statistique publique faisait son travail de publication d'éléments de données sur les inégalités. Ben, on le fait parce qu'on estime que le service public ne fait pas bien son travail. Et c'est pour ça que toutes ces associations se glissent et font aussi un travail remarquable de soutien scolaire, énormément de choses, hein. C'est les activités périscolaires, etc. C'est beaucoup de choses, mais je pense que là, voilà, on a un enjeu qui est central. Et puis, moi, dernier point, comme j'ai commencé
à l'évoquer, la question du logement, au-delà du fait des personnes qui dorment dans la rue, elle est centrale parce que mettre quelqu'un dans un logement digne, c'est pas simplement sauver quelqu'un et lui donner des bonnes conditions, c'est aussi agir en amont parce que c'est ça qui va lui permettre d'accéder à l'emploi, etc., et d'avoir une vie de qualité et puis de sortir de la pauvreté à long terme. Agir sur les causes Bien exogènes sûr, aussi oui, oui, de oui, la oui. pauvreté, bien Sans, sûr. sans Alors, pour autant s'en tenir, pardon, juste Elsa, mais sans pour autant s'en tenir à ce discours entre guillemets qui pourrait être, disons, en attendant la révolution, ben non, mais en non, 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 attendant, il bien faut quand sûr, même qu'on fasse des choses, quoi. complètement. On m'entend bien, il faut agir sur les causes structurelles, mais tant que ça bouge pas, eh ben, il faut bien qu'il y ait des gens qui se chargent de mettre des gens à l'abri, notamment. Non, mais c'est ce que vous disiez, c'est la concomitance en fait. C'est pas fromage ou dessert en fait, c'est fromage et Exactement, ouais. dessert. Donc c'est agir aussi dans la dignité du présent et les petits pas qu'on fait aujourd'hui, de toute Eh oui, façon, oui. construisent aussi l'avenir, mais avoir aussi l'ambition de révolutionner le système Mais c'est éducatif. c'est Il nous juste, reste. juste, ouais, juste, c'est exactement le problème des associations qui essayent de loger les enfants à la rue. C'est-à-dire, elles se disent, ben, on ne devrait pas le faire parce que rien ne se passe si on le fait, mais on est Mais obligé de le faire bien sûr, non parce que mais sinon les complètement. enfants me dorment dehors. Mais d'où l'intérêt aussi d'être beaucoup plus en partage et en transparence les uns avec les autres pour savoir qui agit à quel endroit. Alors ça me permet justement de venir vers vous, Anne, pour cette dernière question de ces regards croisés. On entend bien dans ce que dit Louis Morin, c'est de la complémentarité, pas de la substitution. Donc c'est comment on fait aujourd'hui avec tous les acteurs de bonne volonté au service de l'intérêt général qui ont envie de traiter ces sujets-là, malgré, et ça on va le rappeler aussi, un contexte de contraction budgétaire fort, enfin si un jour on finit par avoir un budget, pardonnez-moi la petite boutade, mais bref, en tout cas de contraction budgétaire forte, comment on fait pour accélérer ou favoriser cette complémentarité entre l'action publique et l'innovation qui sont portées, Louis Le Morin le disait, par les fondations qui financent des associations qui agissent sur le terrain? Eh bien déjà, on arrête avec les mondes parallèles et avec ce monde de l'économie, ce monde de l'entreprise qui ne connaît pas le monde du social et vice-versa, avec en plus des représentations parfois un petit peu dégradées des uns et des autres. Moi, je crois, et je le dis tout le temps, quand je dis que c'est l'affaire d'une société entière, c'est que tout le monde a un intérêt à agir sur ce sujet. Les entreprises ont un intérêt à agir, c'est pas forcément pour les mêmes raisons que ce que nous, État, nous avons intérêt à faire et ce que les associations, bref. Donc, on a intérêt à agir ensemble. Là aussi, c'est une forme d'évolution, hein, et pourtant ça marche de plus en plus, je trouve. Donc on a quelques outils, hein, on a des outils, les pactes des solidarités, les pactes locaux des solidarités, où l'idée c'est que sur la base d'un diagnostic, parce qu'il faut aussi avoir un diagnostic qu'on partage avec ce que moi j'appelle les forces vives d'un territoire, c'est-à-dire les forces vives au sens les services de l'État, les opérateurs de l'État, les collectivités à tous les échelons, évidemment les associations et aussi les entreprises. Les entreprises, elles ont un rôle dans leur territoire à jouer. Euh, sur la base de ce diagnostic, on se dit, bon, est-ce qu'on est d'accord pour traiter, par exemple, ce public, hein, ça peut être dans des endroits, c'est les jeunes en rupture, dans d'autres, c'est des personnes âgées, vieillissantes, isolées, parce qu'on s'est concentré sur les QPV, mais moi, je suis très préoccupée par ce qui se passe en ruralité, où il y a une misère beaucoup plus cachée, souterraine, en but aux stigmatisations et puis dans une forme quand même de raréfaction des ressources, des recours, services publics moins nombreux, moins d'associations, bref, donc, et puis des personnes en situation de pauvreté diffuse, des propriétaires pauvres qui n'existent pas en termes de protection sociale, parce que quand vous êtes propriétaire, vous avez évidemment moins de prestations sociales à votre disposition. Je ferme cette parenthèse. Et donc, l'idée, c'est que chacun se dise en quoi je peux contribuer par soit mes ressources ou mes savoir-faire, ou les deux, à contribuer à ce que ce public-là soit traité en priorité, en mettant en place ensemble des outils communs d'évaluation, de mesure d'impact, et d'être beaucoup plus dans la dentelle
et dans l'adéquation entre effectivement le public ciblé, son territoire, les ressources de chacun, parce qu'on sait que quand on lance des grandes politiques publiques que chacun doit prendre un peu à la volée et d'aller récupérer pour soi-même, c'est beaucoup moins efficace. Donc tout ça doit se faire effectivement. Évidemment qu'il faut continuer à avoir du droit commun, cette espèce de socle pour chacun des citoyens, y compris par rapport à ce qui fonde nos valeurs d'égalité. Mais ensuite, il faut aller beaucoup plus lutter contre ces silos, ces mondes qui ne se parlent pas, parce qu'un individu, il ne se découpe pas en 1000 morceaux. D'un côté, il y a l'école, et puis d'un côté, il y a ma santé, et puis l'alimentation. Non, c'est un tout. Donc voilà, c'est en ça que, et on a quelques outils. Et moi, là-dessus, je suis plutôt optimiste. Alors, c'est une forme de révolution hein, quand même, parce que l'administration n'a pas été conçue comme ça, mais ça correspond de plus en plus à ce que tout le monde a envie de faire. Et puis, on sait aussi, par exemple, que les pays fédéraux s'en sortent mieux parce que c'est plus ciblé, les politiques publiques sont plus ciblées. Voilà, donc je crois qu'on va aller de plus en plus là-dessus et qu'il faudra évidemment être vigilant sur les endroits où il faudra compenser parce qu'il y aura une faiblesse des acteurs, une faiblesse des solutions apportées, au nom évidemment de l'égalité de tous et qu'il n'y a pas de raison que ça soit plus facile à certains endroits qu'à d'autres. Voilà, Oui, donc moi, merci beaucoup, Anne. C'est vrai qu'on y reviendra avec Cédric tout à l'heure sur l'aspect émancipation des territoires qui connaissent très très bien leurs problématiques et pour qui parfois la massification d'une politique publique est contre-productive par rapport à leurs propres problématiques. Donc voilà, on y reviendra justement dans la séquence qui suit. Je vous remercie infiniment tous les deux d'être venus nous éclairer pour cette discussion. On va rentrer dans le vif du sujet avec les actions qui sont portées par les fondations justement pour lutter contre la pauvreté et voir à quel point elles se développent et elles ont certainement beaucoup à partager. Alors, je vous l'avais dit en préambule, nous avons la chance d'avoir 4 intervenants. Isabelle Giordano, qui est déléguée générale de la Fondation BNP Paribas, Cédric Laroyenne, directeur d'EPSA Fondation, Saïd Amouche, qu'on a entendu au démarrage, qui est là, donc fondateur de Mosaïque RH et de la Fondation Mosaïque, et Agnès Elmajri, qui est déléguée générale de la Fondation des Solidarités Urbaines. Isabelle, si tu veux bien, nous allons commencer avec toi pour que tu nous expliques la manière dont la Fondation BNP travaille ce sujet de la pauvreté et notamment aussi de l'action dans les quartiers prioritaires de la ville, avec le programme Banlieue qui en fait mobilise depuis de nombreuses années des acteurs autour de la problématique des jeunes. Justement, on en parlait tout à l'heure aussi bien avec Anne qu'avec Louis, des jeunes et des territoires. Comment ce programme il agit concrètement et qu'est-ce qui fait sa force? D'abord, je remercie les intervenants parce que c'est vrai que c'était très, très utile de rappeler tout ce qui s'est dit sans langue de bois, comme je l'ai dit dans le chat. 2 choses, peut-être très rapidement, Elsa. D'abord, nous avons un outil qui est le changement systémique et l'innovation sociale. Hein. C'est notre manière de travailler. Je pense que c'est important aussi de dire que ça aide à avancer et à avancer pas en silo, avec de l'impact et avec une méthodologie qui est différente peut-être du fonctionnement de ce qui se passe en général en France. Et c'est peut-être le petit shift que la philanthropie en France devrait justement peut-être faire pour accélérer et mieux résoudre et mieux attaquer tous ces problèmes que nous vivons en ce moment avec une crise sans précédent. Donc ça, c'est la première chose. C'est important aussi de rappeler que nous aimons travailler en coalition. Donc c'est un deuxième outil qui nous aide à travailler. Et puis c'est vrai qu'on aime travailler à la fois au niveau national et au niveau local. Donc c'est vrai que je rejoins pour cela les mots de l'ADMICAL qui disent que l'avenir du mécénat aujourd'hui, il est régional et local. Et c'est vrai que nous, avec le programme qui s'appelle Projet Banlieue, ça fait 19 ans. On va célébrer, et vous êtes tous les bienvenus, le 20 novembre au Philantrolab, la 19e cérémonie et remise de prix pour les lauréats de Projet Banlieue. On célèbre en fait les associations de proximité. Ce sont les invisibles de la République, mais qui font effectivement vivre au quotidien la devise républicaine. Et en fait, ce programme Projet Banlieue, il est né, je le rappelle très rapidement, en 2005, au moment des émeutes et après la mort de Ziad Ebouna. Donc là aussi, j'aime bien aussi rappeler qu'une institution comme la Première Banque européenne, comme des gens que vous connaissez certainement, comme Michel Pébreau, Antoine Cyr, avec beaucoup de respectabilité au centre de Paris, est pensée à résoudre effectivement
voilà, un problème crucial qui se posait au-delà du périph', comme quoi on peut casser les barrières, on peut casser les préjugés, on peut casser les silos. Et je dois dire que Antoine Cyr et Michel Pébreau étaient assez anarchistes dans l'idéologie, en tout cas. Voilà, je pense que c'est bien aussi de rappeler qu'il faut parfois tirer la nappe. Hein, c'est un peu ce que nous appelle cette crise et le mouvement voilà, ce qu'on voit en ce moment avec le mouvement associatif. Donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter à aller vers une forme d'action radicale. Et ce programme Projet Banlieue, il a eu une forme de radicalité parce qu'il a tout de suite voulu répondre à des attentes de pauvreté, de discrimination et d'injustice sociale. Et je rappelle que la fondation BNP Paribas est une des plus anciennes fondations en France depuis 40 ans qui a placé l'égalité des chances au centre de ses priorités. Et c'est vrai que ce qui est fait avec ce programme, c'est simplement donner des subventions à des associations de proximité qui œuvrent dans l'insertion professionnelle, le vivre ensemble, l'éducation, la précarité alimentaire, voilà, tout ce qui fait vraiment le lien social. Le secret, c'est d'aider des petites associations qui ont un budget parfois, mais vraiment minime, inférieur à 50 000 €, mais c'est elles qui font le lien, les tisserands. Voilà, ils portent plusieurs noms. Il y a eu beaucoup d'écrits sur ces associations. Je pense que c'est un programme phare et je vous remercie de le mettre en lumière parce qu'il est très important. Et il prend toute sa dimension, surtout en ce moment. Voilà. Donc, il mérite d'être copié et essaimé. Travaillons encore plus en coalition. Et voilà, moi, je dois dire qu'effectivement, je termine juste là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a permis à des associations de vivre leur bonne petite vie depuis 19 ans. Certains, mais c'est la loi du mécénat, certains ont pu s'arrêter au bout d'1 ou 2 ans, mais c'est comme ça. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les pépites. Et il y a celle, et je vais rappeler peut-être ce qui est devenu Divertimento, Zayazwani, c'était tout petit au début, c'est devenu très grand. Ce qui était Moussa Camara, les déterminés, c'était petit, c'est devenu grand. Ce qui était l'Institut de l'engagement, Martin Hirsch, c'était petit, c'est devenu grand. Voilà, accompagner, faire grandir, c'est aussi l'une des priorités de ce programme qui s'appelle Projet Banlieue. Comme je sais que tu dois nous quitter rapidement, Isabelle, je ne voudrais pas que mes autres interlocuteurs prennent ombrage, mais je vais te poser une deuxième question. Comme ça, au moins, on aura fait un petit wrap-up de ce que tu pouvais mettre sur la table et partager avec nous. Donc, on a bien compris justement cet éclair, cette épiphanie qui s'est créée au sein de la Fondation pour justement mettre en place le projet banlieue. Aujourd'hui, après 19 ans, donc tu en as vu qui ont vécu leur petite vie, d'autres qui se sont extrêmement développés, comme tu le disais. Si je reviens sur ce que posait Anne Rubinstein en matière d'impact, tu vois, quels enseignements tu tires sur notre façon d'évaluer ou pas? Parce que quelque part, ce que fait Divertimento, c'est pas tout à fait la même chose que ce que fait Moussa Camara. Et pour autant, il y a un corpus un peu commun. Comment on peut relever ce défi d'être en capacité d'expliquer à la puissance publique la force de ces programmes-là qui souvent ne sont pas du tout regardés? C'est un peu l'histoire du sage qui monte la lune pendant qu'idiot regarde le doigt, quoi. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose à tirer autour de ces mesures d'impact qui pourraient avoir, avec des chiffres, attirer un peu plus l'attention des politiques publiques? Alors, les chiffres, si vous voulez bien, je vous les mettrai dans le chat, mais il y en a. Il y a des rapports d'impact qui sont faits tous les ans, et donc ça, effectivement, on peut s'en inspirer. Mais effectivement, c'est la clé, c'est ça, c'est 2-3 choses, vous l'avez dit, c'est faire des rapports d'impact très précis. On le fait grâce aux banquiers dans les territoires et les responsables engagement qui sont dans les territoires. C'est la force des 54 000 salariés aussi. Il y a des gens qui sont en mécénat de compétences et qui permettent aussi de ramener des informations, et ça, c'est ce que l'État n'a pas. Donc voilà, de l'impact chaque année. Et puis, je pense aussi, c'est un programme qui a beaucoup évolué d'année en année. Par exemple, on est arrivé il y a 3 ans dans les dom-toms, ce qui ne se faisait pas avant, parce qu'on a vu que c'est là qu'il y avait des vraies poches de pauvreté et d'inégalité. Et puis, troisième chose, je crois que c'est un des rares programmes en fait, qui existe vraiment en proximité pour sourire, parce qu'il n'y a pas de compétition entre fondations, et notamment des fondations grandes banques. Mais c'est vrai que le crédit agricole ou le crédit coopératif qui ont vraiment la réputation, et ils le sont, ils sont très proches des territoires, ils nous disent même qu'ils envient ce programme. Donc, c'est ce côté un peu unique, mais surtout, cette manière d'agir, comme vous l'avez dit, avec le souci du lien social, ça c'est l'objectif numéro 1, mais qui peut se répartir de différentes manières et qui peut se fonctionner de différentes manières. Donc, c'est à la fois une grande ouverture d'esprit, mais aussi une autoroute qui nous amène donc, vers l'impact. Ouais, merci beaucoup, Isabelle. J'espère que nous sommes dans les temps pour toi. Tout va bien, je reste quand même avec vous, ne vous inquiétez pas.
Super. Saïd, merci beaucoup aussi d'être avec nous et de partager l'expérience de Mosaïque. Alors évidemment, ça fait très longtemps, toi aussi, que tu malaxes, travailles, essayes d'endiguer ce sujet de l'inclusion économique et de la diversité, notamment dans les QPV, pour les raisons qu'on a évoquées d'ailleurs tout à l'heure en introduction. On a bien compris la concentration des problématiques autour des QPV. Comment est-ce que tu réussis aujourd'hui, toi, à créer des passerelles durables entre les talents qui sont issus des quartiers et les entreprises et quel est le rôle justement d'accompagnement et presque de maïeutique, j'aurais envie de dire, de Mosaïque sur l'accélération de ces partenariats publics privés dans la dynamique. Ah, tu as ton micro qui est mute. Bonjour tout le monde, très content de vous voir et de participer à cette discussion qui est essentielle aujourd'hui. Nous, on a toujours été dans une démarche très empirique en fait. Nous, on travaille beaucoup par des expérimentations qui nous amènent aujourd'hui à prendre des constats. Je rappelle que quand j'ai créé Mosaïque en 2007, la première étude d'impact qui a été fortement recommandée par Ashoka, puisque c'est comme ça qu'on s'est outillé, elle est sortie chez nous en 2008. Fin 2008, on a sorti notre première étude d'impact. Donc on a eu en fait une méthode qui nous a permis de monter assez vite en compétence sur ces questions-là. Et puis, quelques années plus tard, on a constaté quelque chose qui est une évidence aujourd'hui, mais c'est important de le rappeler, c'est que dans les orientations du service public de l'emploi, dans les dispositifs d'accompagnement à l'emploi, on est toujours en fait sur une stratégie qui consiste à dire on va mettre de l'argent, on va investir, c'est un peu ce que disait tout à l'heure Anne, on va accompagner les publics qui sont les plus éloignés. Et donc, du coup, on est vraiment dans une logique d'accompagnement des exclus, des très éloignés. Et on a toujours raté la question de qu'est-ce qu'on fait de ceux qui ont finalement besoin d'être accompagnés, mais qui sont déjà très autonomes. Et c'est un peu ce que dit Joseph Wresinski. Il a le fondateur d'ATD Quart-Monde, en fait, il a toujours mis en fait comme point central de sa réflexion en fait la participation des individus à la participation de la richesse nationale. Ça veut dire que il a toujours défendu le droit de toutes les personnes à participer à la création de richesse. Et cette création de richesse, elle doit aussi être contributive pour les plus fragiles. Et c'est pour ça que nous, on a inventé cette logique d'inclusion économique. Et on s'est dit, finalement, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que si on met le paquet sur ceux qui sont bénéficiaires de dispositifs publics, mais qui sont discriminés pour des raisons territoriales, pour des raisons sociales, pour des raisons d'origine religieuse ou même ethnique, et bien derrière, il y a une injustice qu'il faut combattre. Et nous, on s'est rendu compte qu'en mettant le paquet dans cette logique qui consiste à dire partons des opportunités économiques pour pouvoir créer de la valeur avec des populations dites fragiles, mais qui sont déjà très autonomes, et ben ça, c'était un pari qui nous a intéressés. Donc, comment on travaille là-dessus? Eh bien, c'est simplement, finalement, en exploitant ces opportunités de financement, notamment la philanthropie, notamment les investissements impact, notamment en fait des entreprises qui se disent engagées pour pouvoir ensuite créer des parcours de qualité efficaces. Et donc nous, c'est en ça où l'individu peut devenir un créateur en fait de richesse grâce à la capacité de promouvoir leurs compétences aux recruteurs. Donc, cette logique de cabinet de recrutement initial s'est accélérée grâce à cette logique de fondation qu'on a mis en place, la Fondation Mosaïque, pour pouvoir plaider sur une mise en place d'une politique publique autour de l'inclusion économique. Et c'est ce qu'on a fait encore indirectement aussi avec BNP, mais plus concrètement, lorsqu'on crée des coalitions, comme la coalition de l'ascenseur, qui a pour vocation de réunir toutes ces organisations qui sont très orientées sur l'impact social et qui sont capables d'accompagner des publics proches de l'emploi ou prêts à l'emploi pour pouvoir les mettre sur le marché de l'emploi. Et donc, nous, on appelle à une transformation du marché du travail avec ces logiques-là. C'est-à-dire que être simplement dans une logique de traitement social est aujourd'hui insuffisante par rapport à une logique d'inclusion économique. C'est bien deux logiques qui sont complémentaires aujourd'hui.
Merci beaucoup, Sad. Alors justement, quand on est dans les dispositifs innovants, j'ai envie de donner la parole à Cédric. Cédric Laroyenne, je rappelle que vous êtes directeur d'EPSA Foundation, pardon, parce que c'est Foundation. Donc voilà, Fondation EPSA, vous allez expliquer en fait justement comment ça s'organise, notamment pour l'insertion professionnelle à l'échelle d'un territoire. Donc on en parlait tout à l'heure, là on va pouvoir l'incarner concrètement, ça va être assez passionnant pour tous ceux qui nous écoutent, avec la création d'une entreprise à but d'emploi à Villeurbanne, avec le fonds de dotation, le fonds de dotation dont vous êtes actionnaire aussi, enfin fonds de dotation actionnaire, pardon. En quoi ce modèle d'entreprise qui est assez nouveau, hein, qui vient, on va le rappeler, enfin vous le direz vous-même, hein, Cédric, de l'expérimentation de territoire zéro chômeur longue durée, en quoi ce modèle, il illustre aussi une nouvelle façon d'impliquer le secteur privé dans la lutte contre l'exclusion? Merci Elsa et bonjour à tous. Je suis ravi d'être là parce que ça fait du bien de parler de ces sujets vu la période et pour se rappeler entre convaincus, mais aussi entre parfois militants où on sent entre citoyens que les sujets doivent continuer indépendamment de l'instabilité politique. Donc voilà, c'est chouette de nous voir un lundi sur le temps du déjeuner travailler sur ces sujets-là. Effectivement, le groupe EPSA, c'est une boîte de conseil, ni plus ni moins. On est passé, on a une petite particularité, parce qu'on est passé de 500 à 5000 en 5 ans. Et donc, Saïd, pour la prochaine période de croissance, il faudra qu'on en parle et qu'on travaille ensemble, évidemment, puisque notre recrutement est forcément important. Et formidable! Voilà des coalitions qui se mettent en route avec ce webinaire. Génial! Exactement. Et en 2020, on a décidé de créer un fonds de dotation, donc EPSA Foundation. Et on s'est dit deux choses. En fait, on est une boîte qui a 25 ans et qui, il y a encore, justement, en 2020, on était 500 et vraiment franco-français. Et donc, à cette époque, on était encore une PME ETI. On se posait la question de quel impact on voulait et ça ressemblait à quoi. Et moi, j'arrivais dans un groupe, EPSA, qui ne savait pas vraiment en fait ce que c'était que le mécénat, la philanthropie, l'impact, enfin bref, tout notre jargon qu'on adore déployer. Mais mon président ne savait pas vraiment ce que c'était. Il savait juste qu'aujourd'hui, il voulait qu'il y ait une part de la richesse créée par les collaborateurs et par l'entreprise qui soit reversée à la société. Et on a fait deux choses. La première qui est de se dire, et je reviendrai plus tard sur la question de l'impact, mais qui est de se dire, finalement, il y a une forme assez traditionnelle de philanthropie et de mécénat d'entreprise qu'on connaît, qui est le mécénat financier. Et là, on est allé s'adresser à des acteurs comme Article 1, comme la Cravate Solidaire, comme 100 000 entrepreneurs, bref, des acteurs que beaucoup d'entre vous connaissent et soutiennent pour se dire, on essaye de venir donner à notre échelle une valeur financière et de contribuer financièrement au budget de ceux qui sont sur le terrain, avec toute la modestie qu'on doit avoir par rapport à eux. Et puis, on s'est dit, ces structures-là, elles sont nationales, elles couvrent énormément de territoires, mais notre empreinte à nous, là, nous, on a des collaborateurs, là où nous, on a des clients, là où nous, on a des fondateurs de nos entreprises, qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle qui vont toucher, y compris un écosystème physique très proche, finalement, à la fois nos collaborateurs et la vie économique d'un quartier, d'un arrondissement. Et puis à ce moment-là, il y a, depuis quelques années, depuis 2016, il y a eu cette loi d'expérimentation portée par Louis Gallois puis Laurent Grand-Guillaume, qui s'appelle donc Territoire zéro chômeur de longue durée, qui est la seule loi d'expérimentation sociale quasiment votée à l'unanimité du Parlement. Et ça, je trouve que ça veut peut-être dire qu'il y a un socle commun et une adhésion commune à certains sujets qui serait bon de rappeler. Et donc, cette loi d'expérimentation a permis à 10 territoires de travailler un concept qui est très simple à comprendre économiquement, qui est on vient réaffecter les coûts et les manques à gagner dus à la privation d'emploi, pour les chômeurs de longue durée, donc on parle de RSA, de complémentaire santé, etc. Et on vient compléter ce modèle économique par du chiffre d'affaires réalisé par ces entreprises, on les appelle des EBE, des entreprises à but d'emploi, grâce à la facturation de prestations, de produits ou de services. Donc, un double modèle économique assez innovant. Et quand on a vu ça, sur le territoire de Lyon, juste à côté, Villeurbanne, même sur le quartier de Saint-Jean, donc on se parle vraiment à l'échelle d'un quartier, encore plus petit qu'un arrondissement, mais vraiment à l'échelle d'un quartier, on s'est aperçu qu'effectivement, il y avait un grand nombre de demandeurs d'emploi de longue durée et qui avaient envie de travailler. Et là, même s'il y a un maillage sur le terrain d'entreprises d'insertion et autres, il y avait de la place pour un nouveau modèle innovant sur lequel on allait faire entrer une coalition d'acteurs qui étaient acteurs publics, acteurs privés, et puis dans ces acteurs privés, des nouveaux acteurs privés. C'est-à-dire qu'on a l'habitude souvent, et heureusement qu'ils sont là, qui est ces grands mécènes, dont effectivement la BNP et d'autres, qui nous permettent d'avoir ces initiatives comme l'ascenseur et comme d'autres. Mais sur le terrain,
on a vu, et c'était le cas pour nous, d'autres entreprises venir s'allier en disant, moi, ce qui se passe à Paris, ce qui se passe dans des grandes agglomérations, ce qui se passe au niveau national, moi, PME de 40 personnes ou PME de 100 personnes, ça ne m'intéresse pas, je ne me sens pas concerné. En revanche, je suis prêt à investir du temps et de l'argent sur un territoire qui est à côté de chez moi, en bas de chez moi. Et donc, cette démarche-là, elle a été assez glorieuse et avec le succès aujourd'hui qui est, on s'est finalement allié 3 entreprises. Alors, EPSA via son fonds de dotation, donc je vais le dire en toute transparence, mais on a surfé sur le flou un peu que Bercy nous autorise ou pas à travers un fonds de dotation à investir dans une entreprise lucrative, mais c'est une loi d'expérimentation. Donc, on a surfé là-dessus pour se dire, finalement, on a trouvé des acteurs qu'on ne trouverait nulle part ailleurs. Et c'est des acteurs d'ailleurs qui ne sont pas partenaires des grandes structures associatives qu'on connaît sur le champ de l'insertion. Et puis surtout, on a vu qu'il y avait les pouvoirs publics qui se sont intéressés, pas parce qu'il y avait l'argent du secteur privé, mais parce qu'il y avait un effet économique sur leurs citoyens. Alors, c'est tout ce qui peut se passer avec, mais en tout cas, on a vu qu'il y avait une volonté d'action et une coalition qui s'est créée. Je sais qu'on en parle depuis des années dans le secteur, de cette coalition privé-public. Mais là, c'était intéressant parce qu'on est venu aller chercher des plus petits acteurs qui se sont dit, moi, très localement, à l'échelle de mon quartier, parce que je suis fondateur ou parce que j'ai des salariés ici, ça m'intéresse d'investir 10 000, 20 000, 50 000 euros pour essayer d'aller créer une solution économique qui est en plus assez innovante, puisqu'on vient créer une entreprise qui n'est pas exactement une entreprise d'insertion, mais qui a un modèle économique qui vient vendre de la prestation de services ou qui vient vendre des produits. Donc, on dépasse le cadre du mécénat. On vient travailler de l'innovation sociale dans le sens premier de sa définition. Donc, on l'a fait, mais on est plein d'autres à l'avoir fait. Et ce qu'il faut retenir, et c'est peut-être le message que je voudrais faire passer, qui est dans les territoires, à l'échelle d'un territoire qu'on définit, on va trouver des dizaines de mécènes qui se disent, encore une fois, moi, sur le plan national et sur une cause généraliste, je ne sais pas y aller, je ne veux pas y aller, et je peux comprendre. En revanche, sur un territoire très précis, parce que ça me concerne, je peux avoir un impact direct. Je suis prêt à aller faire non pas un effort, mais je suis prêt à m'engager pour mon territoire. Et encore plus quand ils ne sont pas isolés et esselés et qu'il y a un pouvoir public qui dit, moi, je ne vais pas en faire de la récupération politique. Mais d'ailleurs, pour aller plus loin, on a même imaginé monter une SIC avec à l'intérieur les pouvoirs publics. Ça ne s'est pas fait ou c'est pas encore fait, on verra. Mais en tout cas, créer un modèle de gouvernance qui se dit, peu importe l'étiquette politique, on vient parce que ça fait partie du territoire. Et finalement de la politique publique sociale qui doit être faite sur ce territoire-là, indépendamment de qui est au pouvoir. Voilà, on expérimente, mais ça a le mérite de marcher. Et aujourd'hui, il y a quasiment plus d'une quarantaine, depuis 3 ans, plus d'une quarantaine de demandeurs d'emploi sur cette activité-là. Puis après, on a 180 aussi du même quartier qui sont sur le même dispositif. Donc, on essaie d'avoir un impact systémique et structurant avec des nouveaux acteurs plus petits. Mais moi, Cédric, j'entends 2 choses. Alors peut-être qu'il faudrait que je sois équipée d'Audica si jamais c'est pas la manière dont il a fallu que je perçoive les choses. C'est il y a quand même un sujet d'éducation au mécénat en territoire. Donc expliquer ce que ça revêt, qu'est-ce que ça veut dire, les bénéfices auxquels ça donne accès aussi, parce qu'il faut expliquer tout le champ de la fiscalité aussi autour du mécénat pour les entreprises en local. Et on n'a pas besoin d'être une grande entreprise pour faire du mécénat, que ce soit financier ou de compétences, parce que les deux peuvent faire l'objet d'une défiscalisation. Et puis aussi de revenir en fait à du pragmatisme économique et une forme de loi de proximité, c'est-à-dire que je suis OK de m'engager à partir du moment où je vois les effets. Peu importe si j'en suis bénéficiaire direct ou pas, mais au moins que je vois que mon action a un impact. Et deuxièmement, si en plus de ça, en impact direct ou indirect, je peux être bénéficiaire de l'action que je mets en place, là, quelque part, je décroche la queue du Mickey, si je puis me permettre. J'ai vraiment compris l'ensemble des choses. Donc, ça serait intéressant de se dire comment les fondations, elles peuvent aussi agir là-dessus en étant un peu plus dans l'acculturation de ce que c'est que le mécénat à l'échelle d'un territoire, et puis aussi d'apporter des mesures d'impact qui soient aussi sur du long terme, parce qu'on l'a juste évoqué avec Anne tout à l'heure sur l'aspect des cohortes. C'est vrai qu'on a tendance, en tout cas moi je le vois, je le pratique aussi, là je prends une autre casquette, on a tendance à se focaliser sur l'impact d'un programme à très courte échelle, alors que là on parle quand même de changement systémique, donc de configuration et de visage de territoire qui doivent évoluer, et pour le coup ça se fait pas en 1 ou 2 ans, on a besoin d'être quand même sur des tractions plus longues, quoi. Mais voilà, ça c'est peut-être quelque chose sur lequel on viendra tout à l'heure si vous êtes
Cédric, pour qu'on entende Agnès justement parler de territoire, enfin en tout cas de localisation. Agnès, je rappelle que vous êtes déléguée générale de la Fondation des Solidarités Urbaines. Donc votre fondation, elle soutient des projets expérimentaux dans les quartiers populaires, notamment pour lutter contre le non-recours aux droits avec Solidarité Roquette et la mairie du 11e. Dans cette approche partenariale qu'on évoque depuis tout à l'heure, locale, est-ce qu'elle permet pour vous d'aller chercher les publics invisibles et de redonner confiance aux habitants? Parce qu'on revienne à l'essentiel de nos actions, qui est quand même de pouvoir accompagner ces publics dont on parle depuis tout à l'heure. Bonjour et merci de m'avoir invité pour intervenir à cette belle journée européenne des fondations et d'entendre justement beaucoup d'actions et d'initiatives menées sur des sujets cruciaux que sont les inégalités justement sociales et territoriales. Et nous, modestement, au niveau de notre fondation, puisqu'on intervient à l'échelle régionale de l'Île-de-France et qu'on a été créé donc par des bailleurs sociaux de la ville de Paris pour expérimenter justement des solutions innovantes qui viendraient répondre aux difficultés que connaissent toutes les grandes villes et notamment les territoires très denses avec des sujets très divers. Et celui-là, donc le sujet qui a été porté par cette association, par Solidarité Roquette, qui est un centre social, nous a semblé particulièrement pertinent puisqu'il venait s'inscrire dans le cadre d'un appel à projet qu'on avait lancé sur l'amélioration du pouvoir d'achat des habitants d'Île-de-France, qui est quand même un vaste sujet. Donc on savait qu'on n'allait pas remplir et révolutionner l'ensemble du sujet, mais au moins pouvoir expérimenter des approches peut-être différentes. Et Solidarité Roquette nous a proposé donc ce projet où donc là aussi de façon peut-être modeste, mais toujours très intéressante à expérimenter et à évaluer pendant la mise en œuvre justement du projet, qui lui a pour vocation de lutter justement contre le non-recours, qui est un vrai fléau en France, et certainement pas qu'en France, mais qui a quand même des résonances très fortes et très importantes pour les publics, notamment en difficulté et les personnes pauvres. Et eux, leur projet, c'était de pouvoir transformer des postes de bénévoles d'écrivains publics qu'ils ont au sein du centre social, en chargé d'accès aux droits pour améliorer justement l'accès aux aides sociales des publics qui venaient les voir. Et ils ne venaient pas les voir pour justement avoir des informations sur les aides existantes, parce que faut-il encore les connaître pour pouvoir justement déjà même, ne serait-ce que faire cette démarche-là. Mais dans le cadre d'une démarche un peu habituelle de j'ai une difficulté à remplir tel papier administratif, j'arrive pas à accéder parce que tout est numérisé aujourd'hui, tout est digitalisé, donc je n'arrive pas à accéder à telle information ou à tel dossier auprès de la CAF, etc. Donc ils viennent les voir très régulièrement et de façon très récurrente. Et donc du coup, ils se sont dit, bah, ces personnes qui sont en première ligne, justement, qui voient des publics très divers et beaucoup de personnes en grande difficulté, il serait intéressant de pouvoir les outiller pour qu'ils puissent aider ces personnes-là à voir si l'ensemble des droits sont effectivement ouverts. Et donc, ils ont mis en place une formation spécifique pour eux, mais ils ont surtout aussi développé un outil justement de diagnostic flash à 360 degrés pour repérer les situations de non-recours, puisque ça allait complètement à rebours justement de la plupart des interventions que l'on mène dans le domaine de l'action sociale, qui est plutôt la forme du guichet où on attend que les personnes viennent nous voir pour ouvrir des droits, pour obtenir telle aide, etc. Là, on était dans l'effet inverse, ce qui se développe aussi dans d'autres administrations, puisque moi j'avais notamment travaillé sur ces sujets-là pour le premier plan de lutte contre la pauvreté au niveau national, et on s'était beaucoup inspiré de ce qu'avait déjà mené la mutualité sociale agricole, où ils faisaient des rendez-vous des droits pour regarder avec leurs allocataires quels étaient les droits auxquels ils pouvaient bénéficier et qui n'étaient pas ouverts. Sauf qu'à c'est les droits qu'ils connaissaient eux-mêmes en tant que caisse de sécurité sociale spécifique, et pas forcément l'ensemble des droits existants sur un territoire pour les personnes en question.
Là, on est vraiment sur du 360 degrés pour permettre justement de regarder aussi les aides facultatives justement ouvertes par les collectivités locales, par des caisses de sécurité sociale ou des caisses de retraite, etc., etc. Donc, et il y a une complexité absolument démoniaque dans ce domaine. Voilà, donc on est bien dans une démarche proactive qui en plus, ce projet s'inscrit aussi en collaboration avec les services publics locaux, puisqu'ils s'inscrivent dans le cadre d'une démarche expérimentale, là aussi, de territoire zéro non-recours, c'est une expérimentation nationale hein, qui a été lancée donc en 2022, qui n'est pas encore arrivée à son terme pour son évaluation, mais c'est intéressant aussi que du coup, on voit bien qu'on n'est pas avec un acteur isolé qui fait sa petite tambouille dans son coin et qui se dit, tiens, j'ai peut-être l'idée ingénieuse pour améliorer certaines situations, sans que les autres n'en bénéficient et sans que l'ensemble de l'écosystème local puisse aussi être associé et vice-versa. Juste un petit point quand même qui me semble important dans ce sujet-là, c'est de rappeler quand même aussi ce qu'est justement le non-recours, les taux de non-recours, juste 2 chiffres qui me paraissent vraiment très éclairants sur ce fléau que j'indiquais tout à l'heure, à savoir que 34% qui existe de non-recours pour le RSA, qui est quand même juste le minimum pour vivre, et on sait, là on a 34% de gens qui n'y recourent pas, et on a 50% pour le minimum vieillesse, qui est l'ASPA, ce qui est aussi considérable. Alors, il faut les regarder après de plus près, puisque comme ce sont des aides qui sont, elles, dégressives et surtout qui viennent en complément de ressources déjà existantes, donc elles ne sont pas forcément, c'est pas des gens qui ont du non-recours pour du taux plein de ces 2 aides-là. Et puis, d'autres aides s'expliquent aussi, par exemple, sur le minimum vieillesse. On sait aussi que comme elles sont récupérables sur héritage, on a certaines catégories de population qui ne souhaitent pas, je pense notamment aux agriculteurs, qui ne veulent surtout pas avoir donc un complément d'ASPA et de minimum vieillesse dans leur retraite pour ne pas avoir à transférer ensuite, ou en tous les cas ne pas pouvoir transférer justement leur exploitation agricole à leur héritier. Donc voilà, il y a aussi des freins qui existent là-dessus, et peut-être aussi un élément d'information qui me semble intéressant à regarder sur ce sujet-là, c'est les raisons aussi du non-recours, qui là donc dans le cadre du projet vont aussi pouvoir être repérées de façon plus pragmatique et surtout plus éclairante, mais on a quand même 4 grandes raisons hein, du non-recours aujourd'hui en France. C'est la première qui est la plus connue, qui est la méconnaissance des droits. Ça, on s'en doute bien, et c'est la plus grande, hein, c'est la plus importante, ainsi que la complexité administrative, puisque pour certaines aides, il faut voir un petit peu ce qui est demandé, sachant que là aussi, il n'y a pas forcément toujours de cohérence et de cohérence entre les différentes aides sur les informations qui sont demandées aux bénéficiaires. On a parfois des informations qui peuvent couvrir des périodes différentes suivant une aide par rapport à une autre. Donc, grosse complexité administrative. Mais on a aussi 2 types de raisons qui me semblent aussi intéressants à regarder de plus près, qui est le refus de la stigmatisation. Un certain nombre de personnes refusent ces aides avec, entre autres, tout le discours qui s'est développé sur l'assistanat, qui fait que, justement, on a aussi des personnes qui disent non, moi je ne veux pas être considérée comme un assisté, et donc je n'irai pas demander justement cette aide, alors qu'elle est cruciale pour elles, justement, et elle a été faite pour eux, pour les aider à sortir aussi de ces situations de pauvreté. Donc, c'est pour dire que là aussi, il faut regarder aussi de plus près sur les conséquences de nos interventions ou de nos regards qu'on peut porter hein, sur ces situations et sur les personnes. Et puis, on a aussi une autre catégorie où des personnes font le ratio entre avantages et inconvénients. Puisque comme ces aides sont justement viennent en complément
de ressources déjà existantes, ben, les gens se disent aussi que pour une aide qui viendrait, je sais pas, je donne un exemple de 90 € en plus, ben, vu la complexité, la difficulté pour y accéder, faire les dossiers, etc., et faire la demande et le contrôle qui va avec, bah, ils se disent non, ça en vaut pas le coup, j'abandonne pour ce montant-là. Voilà. Mais merci beaucoup Agnès de ce topo. De toute façon, on reviendra, il y aura parce que là on attaque notre deuxième partie, donc il y aura une seconde question. Mais effectivement, je pense que vous avez pointé un sujet dont on n'a pas beaucoup parlé, mais qui fera presque l'objet d'une autre thématique pour la prochaine journée européenne des fondations. C'est l'histoire des représentations et des récits qui sont contre-productifs aussi bien pour les acteurs qui veulent trouver des solutions que pour ceux qui ont besoin de solutions. Donc on se retrouve dans un moment où en fait les miroirs qui sont adressés ne sont pas du tout les mêmes et empêchent aussi parfois d'adresser les sujets comme vous le spécifiez sur la partie assistanat. Saïd, je voudrais qu'on vienne auprès de toi parce que c'est vrai que tu es en lien constant avec les associations, les jeunes talents, etc. Et puis tu as évidemment des attentes. Quand on a préparé la discussion d'aujourd'hui, il y a quelque chose que tu as posé que j'ai trouvé très fort. Alors ça pourrait être un slogan pour ceux qui cherchent des programmes en ce moment, il y en a quand même pléthore. Qui serait que voilà, l'inclusion économique, c'est transformer la lutte contre les discriminations en moteur de croissance. Je trouve ça assez fort comme manière d'inverser complètement les paradigmes. Aujourd'hui, toi, quelles attentes tu as vis-à-vis du secteur privé, en particulier les entreprises avec lesquelles tu travailles justement dans le cadre de leur recrutement et bientôt EPSA. On a bien compris qu'il y avait des partenariats qui se créent entre vous et c'est génial. Comment tu les amènes à penser les choses différemment pour qu'elles voient que cette lutte contre les discriminations, c'est un moteur de croissance pour elles? Ouais. Faut que tu remettes juste ton micro parce que si on manque la parole géniale, ça va être dommage. Toutes mes excuses. En complément de ce que vient de dire Agnès, avant de te répondre, Elsa, j'ai retrouvé en fait une statistique qui me paraît particulièrement éloquente. Vous savez que selon la DREES, étude de 2018, 34% des personnes éligibles au RSA ne font pas la demande. Grosso modo, c'est 600 000 foyers par an et ça représente 3 milliards d'euros. Le minimum vieillesse, c'est 50% des personnes seules en 2016, concerne le non-recours, soit 1 milliard d'euros. Et du côté de l'assurance chômage, on a des chiffres qui sont aussi importants parce que 30% des non-recourants, 30% sont des non-recourants par rapport à des personnes éligibles. Donc on voit bien que l'argent public, en fait, n'est pas toujours utilisé comme on le pense. C'est important, effectivement, de rebondir là-dessus. Nous, on a toujours pris cette logique qui consiste à dire, plutôt que d'être dans des attitudes de victimisation, peut-être que si on arrive à trouver de nouvelles solutions pour résoudre les problématiques sociales, on peut en faire en fait des nouveaux leviers de création de valeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, un chômeur ou celui qui a été formé et qui n'est pas sur le marché de l'emploi, ou un entrepreneur qui a un beau projet et qui n'a pas suffisamment en fait de fonds de roulement pour pouvoir développer son projet, en réalité, ce n'est pas des gens qui ont besoin d'un traitement social. Et en France, on les analyse comme étant des publics qui relèvent d'une problématique en fait d'aidance, d'assistance. Et moi, je pense qu'il faut regarder la logique de l'autre côté. Souvent, les entreprises sont très en avance sur les questions en fait de création et d'innovation. On a très vite compris en fait que ces entreprises qui étaient engagées, il fallait qu'elles aillent au-delà de simplement s'engager, mais devenir des entreprises inclusives. Donc, comment on accompagne des entreprises à engager à devenir des entreprises inclusives? Et c'est en créant un travail autour des processus, de la prise de conscience, de la maîtrise des biais, dans la volonté en fait de s'ouvrir vers l'autre, tout en gardant en fait le niveau d'exigence économique. Il ne s'agit pas en fait de réadapter des modèles, mais il s'agit en fait de faire des modèles beaucoup plus impactants. Et on sait qu'en réalité, cette démarche, elle est généralisable sur les publics outre-mer. Elle est généralisable sur les zones rurales. Elle en parlait tout à l'heure, Anne. Elle est généralisable également sur les publics handicapés. Il y a des publics handicapés qui sont complètement autonomes en réalité d'un point de vue cognitif. Et on voit en fait ces gens comme étant des gens marginalisés qu'on met de côté. Et c'est en pensant différemment qu'on sera capable de révéler une nouvelle politique publique qui s'appuiera
sur des entreprises engagées, mais demain aussi des organisations publiques engagées qui doivent en fait être en réalité des organisations inclusives. Ok, bon, bah ça, c'est un bon programme pour certains d'entre nous qui pourraient nous écouter, notamment pour les fondations. Cédric, on va revenir vers vous avec les projets qui montrent que les fondations d'entreprise, elles peuvent devenir des acteurs économiques à part entière, on a vu au service de l'intérêt général. Si on devait approfondir un peu le sujet, même si on l'a bien circonscrit, je dirais, tout à l'heure, quelles seraient les alliances qui seraient nécessaires pour qu'on démultiplie ces expérimentations-là et qu'elles ne restent pas d'ailleurs que des lois d'expérimentation, mais des lois tout court, si je puis dire, et que ce soit des politiques publiques qui s'implémentent de cette manière-là? Déjà, j'ai pas le chiffre en tête, mais on pourra le trouver. Il y a une manne financière qui est considérable chez les fondations d'entreprise, avec même des principes de gestion qui sont. Je pense que parfois il faudrait se réinterroger. N'oublions pas, c'est que, on parlait tout à l'heure, Elsa, qui est le levier fiscal. Une fondation permet de défiscaliser pas entre la fondation et les associations, mais ça se fait en amont. Donc la défiscalisation, elle s'opère avant. Et donc, une fois que c'est fait, les fondations, je ne vais pas dire qu'elles ont beaucoup d'argent qui ne sont pas dépensés, mais un peu quand même. Donc déjà, il faut se repenser à la question de la gestion. Et pourquoi il faut le faire? Parce que ça permet déjà d'avoir une plus grande sincérité dans ce qu'on va pouvoir réaliser. Et mon propos est le suivant, c'est de dire, je pense qu'il faut aller chercher l'impact là où il y en a un besoin réel et concret. Et oublions pas qu'une fondation, un fonds de dotation, peu importe, c'est quelque chose qui est d'intérêt général et qui doit être aussi fait de manière désintéressée. Donc même si, et je suis dans une boîte de conseil, j'étais dans une boîte de conseil avant, donc évidemment que je fais attention sur les axes que je vais traiter, puisque je dois quand même avoir un lien avec ce que je fais. Mais il faut aller chercher l'impact là où il y en a. Ça veut dire que dans le choix des partenaires et dans le choix des coalitions, dans le choix des partenaires, ça va venir modifier notre prisme. Et demain, les coalitions vont se faire différemment. Pourquoi je dis ça? On s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de fondations, et je vais avoir un regard un peu critique, mais je pense que comme il y a beaucoup de fondations autour, et je suis sûr qu'il y en a quelques-uns, et je sais qu'il y en a quelques-uns qui vont me rejoindre sur mon propos, c'est qu'aujourd'hui, on a souvent tendance à piloter une fondation, ou en tout cas à piloter des fonds pour l'intérêt de son entreprise plutôt que son impact. Le cas est plutôt assez... un exemple très simple. Demandons à toutes les associations si elles se font financer des frais de projet ou des frais de structure. C'est toujours plus sexy d'avoir des frais de projet financés par des fondations parce que ça permet de mettre un logo ou autre chose que des frais de structure. Bon. Donc, en fait, c'est un changement de paradigme qu'il faut réussir à aller chercher. C'est un inversement de la mentalité du philanthrope d'entreprise ou du mécénat d'entreprise pour se dire que si demain on se met ensemble, ce que je dis est peut-être un peu naïf, mais en fait l'exemple de Territoires zéro chômeur et d'autres fonctionne. Si on se dit que sur un territoire, en fait on ne le fait pas pour nous, on le fait pour là où il y a un besoin, on retrouve des acteurs qui viennent avec beaucoup plus de sincérité, qui sont capables d'aller injecter beaucoup plus d'argent. Ce que je dis est très simple, et voire même vraiment, encore une fois, c'est peut-être même de l'utopie, mais l'essence même de la philanthropie et du mécénat, c'est de faire quelque chose de désintéressé. Encore une fois, je suis aussi associé chez EPSA, donc j'ai un intérêt à ce que tout ça communique. Évidemment, il faut que ça serve tout le monde. C'est le principe des parties prenantes. Mais les coalitions, là où j'y crois, c'est d'aller chercher un impact différent qui est beaucoup plus intéressé, qui est sur un impact territorial, avec là, on va aller chercher des acteurs qui vont se dire, je sais que la personne qui est à côté va le faire pour de vrai. Je vous donne un exemple, c'est que nous, quand on est arrivé sur le territoire, on ne connaissait pas les autres entreprises qui se sont engagées dans le BE. Ce qu'on a décidé, c'est que quand on a fait un apport en compte courant, on a décidé de le bloquer sur 5 ans et de ne pas se rémunérer. Quand on a fait une entrée au capital de cette BE, on a décidé que les dividendes étaient réinjectés dans la mission sociale et que nous, on ne se rémunérait pas. Ça aurait pu être intéressant d'avoir un phénomène de fondation qui se rémunère, près de fondation actionnaire presque, qui se rémunère sur une BE, mais en tout cas, on l'a fait. En fait, c'est cette sincérité-là, en disant on est là dans la durée, tu l'as dit Elsa, on est là aussi sur des frais de structure, on est là pour porter une mission systémique, et dans la mesure de l'impact, on l'attend pas à 3 ans, mais on l'attend à l'échelle de 7 ans, voire même d'une génération. Ça veut simplement dire qu'il faut se reposer les questions de pourquoi est-ce qu'on crée une fondation et pourquoi est-ce qu'on va venir injecter sur un territoire et pour quelles raisons. Alors, je suis absolument pas là en donneur d'ordre et nous-mêmes, il faut qu'on fasse un effort et qu'on réajuste certaines choses côté de ça. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que d'une manière générale, aujourd'hui, il y a une manne financière qui est importante au sein des entreprises et des dotations, enfin des fonds de dotation ou des fondations, qui a une
nécessité de venir presque suppléer une partie du service public sur des sujets qui sont larges, qui vont du logement à l'emploi, enfin en tout cas tout est lié, tout est connecté. Et ça, je crois que si on vient faire à l'échelle d'un territoire avec sincérité, en tout cas on l'a vu que ça fonctionnait, ça donne des coalitions qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui seront beaucoup plus nombreuses. Ce sera des coalitions de petits acteurs, mais beaucoup plus nombreux. Et c'est une question de réussir à être telle une ruche d'innovation sociale un peu partout. Et ensuite, évidemment, il y aura un passage à l'échelle, même si, et je termine là-dessus, le passage à l'échelle, si on se parle juste d'un territoire, on ne se parle plus de passage à l'échelle, on se parle d'efficacité d'innovation sociale, et ça va très très bien. Et parfois, il faut avoir raison, en tout cas d'avoir une certaine modestie à se dire qu'on ne court pas après certains chiffres, mais on est capable d'avoir un impact structurel systémique. Peut-être que sur 50, 100 personnes, mais si on a fait déjà ce travail-là, fois 100, 150 territoires. Mais c'est ça le passage à l'échelle, c'est surtout ça. Je pense qu'il faut arrêter de fantasmer ce modèle capitaliste qui fait qu'on a tous la même paire de chaussures aux pieds. Et on a l'impression qu'on est passé à l'échelle quand on a fait ça. Et en fait, ça a d'autres dommages collatéraux qui sont monstrueux. Donc non, il y a quand même quelque chose que j'ai envie de souligner dans ce que tu viens de dire aussi, Cédric, c'est qu'un statut ne fait pas vertu et réciproquement. Je pense que ça, c'est super important aussi parce que c'est important d'entendre aujourd'hui que, et ça revient sur ce que disait tout à l'heure Anne, sur dédiaboliser les représentations qu'on a chacun les uns des autres. Et ce n'est pas parce qu'on est une entreprise avec un statut juridique particulier qu'on est forcément du côté obscur de la force, puisqu'on est tous très liés, donc on a besoin que les choses fonctionnent super bien. Et il y a un mot que tu n'as pas posé, mais qui me paraît essentiel et qui me paraît d'autant plus essentiel dans le débat politique qui nous anime indépendamment de ce qu'on fait ce matin, nous, acteurs de terrain, c'est le mot confiance. C'est qu'en fait, la confiance, elle s'éprouve, enfin, c'est à l'épreuve des faits que la confiance naît. Donc évidemment que quand on est à l'échelle d'un territoire et qu'on voit concrètement l'impact de ces actions, la confiance entre les différents acteurs qui portent ce même projet se crée d'autant plus fortement et elle embarque sur une durée plus importante. Donc ça, c'est un élément vraiment, à mon avis, fondamental, quoi. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, que 4 minutes pour qu'Agnès puisse conclure avant qu'on ouvre aux questions qui, je suis sûre, seront nombreuses. Je ne veux pas faire d'intrication parmi ceux qui suivent ce webinaire, mais voilà, n'hésitez pas à préparer vos questions. Agnès, pour conclure, quel message souhaitez-vous adresser aux fondations et aux acteurs publics pour renforcer justement ces solidarités contre les inégalités dans les quartiers populaires? Merci. Alors, un seul message. Des sous Non, alors bien évidemment des sous, mais surtout la coopération. La coopération entre fondations, qui aussi me semble assez indispensable, et ensuite également avec les acteurs publics. Nous, on a toujours été convaincus, mais ça c'est mon expérience pour avoir été longtemps dans le secteur associatif, il faut qu'on aide justement ces porteurs de projets, arrêter cette course permanente à aller chercher des fonds chez les uns, chez les autres. On les épuise à faire ce travail-là qui est totalement stérile et inintéressant, plutôt que de passer leur temps justement sur le terrain et à mener ces projets dont on a les uns et les autres besoin. Donc nous, on a essayé à notre échelle, je rappelle toujours qu'on est une fondation territoriale sur une seule région, on n'intervient que sur une seule région. On a essayé avec trois actions. On avait commencé modestement à cofinancer un projet qu'on avait sélectionné ensemble avec la fondation Batigère, qui est une fondation également du logement social, donc on se retrouvait sur les mêmes sujets. Puis on est monté un peu en ambition et on a lancé ensuite un appel à projet en commun avec la fondation Massif, qui était aussi du coup très riche, de confronter des cultures différentes, mais du coup d'avoir qu'une seule demande à faire pour le secteur, pour les associations sur un même appel à projet, donc avec 2 financeurs différents qui s'associaient et qui se coordonnaient pour pouvoir justement soutenir des projets. Et là, en ce moment, on est en train de mener un appel à projet en commun avec la ville de Paris sur le thème de la ville solidaire et résiliente, un vaste programme là aussi, et qui nous paraît aussi particulièrement riche et intéressant d'avoir ces multiples coopérations, toujours au service justement des porteurs de projets que sont les associations.
Merci Agnès, on espère que le quartier de Saint-Jean à Villeurbanne pourra être dans la partie territoire résilient et solidaire. Non, c'est que Paris, je suis bête, évidemment, c'est pas Île-de-France, mais élargissons la couronne. Allez, allons jusqu'à la région lyonnaise que j'aime particulièrement. Il nous reste 5 minutes, si vous le souhaitez, pour ceux qui ont envie de poser une question à Saïd, Cédric ou Agnès ou Benjamin éventuellement. Donc, n'hésitez pas, manifestez-vous si c'est le cas, mais je ne vous vois pas. Donc, peut-être, Anne, tu peux me donner un petit coup de main sur qui lève la petite main, s'il y a des petites mains levées. Je regarde en fait les participants et je regarde s'il y a des mains levées. Pour le moment, je n'en vois pas. C'est pas possible. Après la qualité d'interlocuteur qu'on a eu, il n'y a pas de main levée, je ne peux pas y croire. Tout était clair. Ok, on va le prendre comme ça. Voyons le verre à moitié plein, tu as bien raison. Ok, écoutez, puisque tout cela semble clair, je pense qu'on peut se quitter sur ces mots-là et se féliciter que cette journée des fondations, journée européenne des fondations, ait placé le sujet de la pauvreté et de la lutte contre les inégalités au cœur justement de l'action territoriale. Je pense que ça, c'est super important aussi de le rappeler. Et puis, voir que nous, quoi qu'il en coûte, comme dirait l'autre, contre vents et marées, nous sommes toujours présents sur le terrain parce que c'est ça qui dirige nos actions et on peut s'en féliciter. Donc, merci d'avoir été si nombreux. Y a-t-il des questions d'ici là? Non, tout le monde dit au revoir, je ne sais pas parce que ça fait bip bip dans tous les sens. Oui, tout le monde dit au revoir et remercie. Et merci à vous tous de vous être intéressés évidemment à ce programme du CFF. À bientôt pour d'autres occasions. Merci Absolument. Elsa. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne journée à tous. Merci, au revoir. Bye bye. Bonne journée.